recommence. Ici Olivier Brett. Bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Cette semaine, on vous présente un des attaquants étoiles en MLS, le Canadien Kyle Larin du Orlando City Soccer Club. On s'entretient également avec Dominique Grondin, un jeune Québécois qui trime dur depuis plusieurs années maintenant afin de se tailler une place chez les professionnels en France. Pour notre débat de la semaine, les invités de Patrick Leduc nous expliquent comment recadrer un joueur ou une joueuse qui s'enfle la tête et qui nuit à son propre développement. On commence dès maintenant cet épisode avec l'imposant attaquant natif de Brampton en Ontario, Kyle Larin. Le joueur de l'heure vous est présenté par Puma. Pour notre segment Les joueurs de l'heure, on rencontre le puissant attaquant du Orlando City SC, Kyle Larin. L'Ontarien d'origine semble avoir relancé sa saison après un passage plus difficile cet été. Alors, entrevue en compagnie de Kyle Larin. Kyle, welcome to Generation Soccer. Thank you. First question, when you were younger, you joined Sigma FC, an academy in Ontario. Can you talk about the impact it had on your game while you were younger? No, they helped me a lot. I started going there when I was 10, 11 years old, and I was there for a couple years until I went to university. And then the environment's very, very good there, and it's very professional. You decided to play college football in the United States, despite some rumors that a couple of European clubs were interested in your services. Why go through the NCAA? No, I think it was just the right decision for me at that point, and to go to school and get a education for a while, and go to school for the amount of time I went and start playing pro. After that. You were drafted by Orlando City SC and went on to break the record for most goals by a rookie in a single season. How did you get this instant success with the team? I think my coaches helped me a lot throughout that, and Adrian Heath, Mark Watson, Ian Fuller. I think in training they helped me a lot, and we did a lot of drills, finishing drills, and a lot of it to get my fitness up too, and then to be able to play 90 minutes in those games. And once I started scoring, I couldn't stop. So, were you thrilled to play with a legend like Kaká when you came to Orlando? Yeah, it was. It was great to meet him for the first time, and I watched him when I was younger a lot. And when you get to meet a guy like that, that's won Ballon d'Or and played in the best leagues in the world and was the best player at a certain point, and it's great to learn from him and play with him. Because a lot of people dream playing with players like that. Kyle Larin est un attaquant imposant de 6 pieds 4 pouces qui aime bien profiter de son grand gabarit. You're a big guy. How much is your physical presence important in your game? I think it's very important. It's very important for me to score headers, to hold up defenders, and to help my team. I think it just helps a lot for my team and for me to keep the ball close to me and to shield off guys. What's your first impression of Octavio Zambrano? No, I think he's very good. It's all positive since I came here, and then I think I had my first training session today, and I think we'll be good in the future. 2026, you may be playing in the World Cup here at home. Does it give you motivation just to be able maybe to win in front of your own fans? Yeah, it does. It'll be great to have World Cup in Canada and for everyone in Canada to be cheering for their country and not have a different flag on their car, but I think we'll make it before then. You're playing with Patrice Bernier, who's a real hero here in Montreal. What do you think of him? He's still pretty good, even though he's an older player. No, I think he's a great leader, great guy, great player, and I think he's very important to this team and to lead us to do better and to just to win games. And I think I've watched him a couple times, played against him, and I think he's a very important player in this team. And I think it'd just be important for him to control the game for us and then to lead us to the next tournament. Thanks a lot, Kyle Larin, and best of luck for next year. Thank you very much. Après la pause, la première femme au pays à obtenir une licence d'entraîneur UEFA, Jessica Silva. Jessica Silva est la première femme au Canada à obtenir le diplôme d'entraîneur le plus convoité dans le monde, la licence UEFA. L'équipe de Génération Soccer l'a rencontrée en marge des Jeux du Canada de 2017. En réussissant avec succès un diplôme d'entraîneur UEFA en France, Jessica Silva est devenue une vraie pionnière au Canada. Nous l'avons rencontrée en marge des entraînements qu'elle donne avec l'équipe U18 féminine du Québec. Donc Jessica, tu es la première femme au Canada à obtenir la licence UEFA.
Comment est-ce qu'on se sent suite à cet accomplissement? C'est sûr qu'il y a une grande fierté. On se sent comme il y a beaucoup de travail qui reste à être fait. Donc, comment t'es venue l'idée de passer cette licence-là et surtout, c'est quoi les démarches que tu as entreprises pour passer ta formation? Faire une formation à l'extérieur est très coûteux, donc j'ai eu l'opportunité d'appliquer pour une bourse, puis la FIFA a accepté. J'ai commencé à faire des démarches, quel pays qui m'intéressait, puis c'est sûr que la France est connue pour ses formations et j'étais ravie d'être acceptée par la FFF. J'étais à la région de Châteauroux. C'est sûr que c'était pas facile au niveau du décalage horaire. Je voyageais là-bas, je prenais mon auto loué et je conduisais 3 heures pour aller à Châteauroux. Par la suite, c'était 5 journées de formation, de lundi au vendredi. Ce qui est génial là-bas, c'est que tu as une sieste de 2h30, donc on a pu manger et prendre une petite sieste. Donc, il y a plusieurs niveaux de licence UEFA. Parle-nous spécifiquement de celui que tu as passé. J'ai passé la UEFA A, donc c'est celui au-dessus du B, puis juste en dessous de le UEFA Pro. Donc, justement, j'allais y venir. Est-ce que tu sens que ça t'a appris beaucoup au niveau tactique ou est-ce que tu as changé ta vision sur certains aspects du jeu? J'ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris beaucoup comment gérer différentes personnalités. J'ai beaucoup appris à comment prendre un recul, parce que souvent, quand on est jeune en tant qu'entraîneur, on a envie de tout faire et tout dire et foncer. Vraiment préparer une groupe pour la compète. Je vous dirais que je me suis sentie beaucoup plus prête ayant cette formation-là dans mes poches. Pour la première fois de l'histoire, l'équipe féminine du Québec a remporté la médaille d'or aux Jeux du Canada de 2017 à Winnipeg. Les succès de Jessica, de ses adjoints et de ses joueuses créent un précédent qui a des échos à travers tout le pays. Tu viens de le mentionner, les Jeux du Canada. Donc, tu viens de remporter la médaille d'or avec l'équipe du Québec. Est-ce que tu sens que c'est une récompense et ça tombe à point suite à la réussite de ta licence? Je crois que j'avais une excellente groupe de filles. On a beaucoup de talent au Québec. On a travaillé très fort. Ça a pris 1 an de planning, de vraiment au Centre national, travailler avec les joueuses individuellement autant que collectif. Et à la fin, c'est sûr qu'on se sent fier, c'est sûr qu'on se sent comme 1 année de planning, ça valait la peine. Mais c'est même pas que la victoire qui te donne ce sentiment-là. La réalité, c'est que pour nous, la manière dont on a gagné est beaucoup plus importante que la victoire elle-même. Mais la victoire est vraiment la cerise sur le Sunday. Donc, Jessica, quels sont tes projets futurs niveau foot et est-ce qu'une prochaine licence UEFA est dans ta ligne de mire? Pour moi, je veux continuer à grandir, continuer à apprendre de mes joueuses, de mon environnement, des gens qui m'entourent. J'espère continuer sur les équipes nationales parce que ça me permet de grandir à chaque fois. Si j'ai l'opportunité à faire une autre licence UEFA, j'embarque à plein pied. C'est une expérience géniale que je suggère et que je souhaite à tout le monde qui a envie de faire une carrière dans le coaching. Félicitations, Jessica, et merci beaucoup. Merci à vous. Après la pause, le jeune Dominique Grondin nous explique de quelle manière il s'y prend pour se tailler une place chez nos cousins français. Dominique Grondin est un produit du Centre national de haute performance qui tente sa chance en France depuis plusieurs années maintenant. Notre reporter Geneviève Tardif l'a rencontré alors qu'il était de passage à Montréal. Les futurs pros vous sont présentés par le lait au chocolat. Dominique Grondin a 19 ans et a été formé au Centre national de haute performance à Laval. Le Longueuillois, qui s'est expatrié en Europe il y a quelques années déjà, travaille avec acharnement dans le but de se tailler une place chez les professionnels en France. Dominique, bienvenue à Génération Soccer. Merci. Dominique, tu as fait ta formation au Centre national de haute performance à Laval. Oui. Pourquoi ne pas avoir essayé de rentrer à l'Académie de l'Impact ou, par exemple, jouer en USL, par la suite peut-être essayer en Europe? Oui, j'ai essayé de rentrer à l'Impact quand j'avais 14-15 ans, puis ça s'est vraiment bien passé. Même l'Impact, il m'avait accepté, puis ils avaient vraiment envie que je vienne avec eux, mais c'est moi-même qui ai pris la décision de ne pas rentrer à l'Impact. Premièrement, parce que moi, j'avais toujours eu envie d'aller jouer en Europe, justement. Puis eux, ils m'empêchaient d'aller en Europe parce que je faisais des camps de perfectionnement là-bas. Puis moi, j'ai préféré prendre l'Europe que l'Impact. Avec qui tu joues en ce moment et dans quelle division? Je joue avec l'ACBB, c'est l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt. C'est en 4e division là-bas, à Paris, en région parisienne. Est-ce que vous êtes rémunéré? La rémunération se fait sous forme de coaching parce que je coach là-bas. Puis il y a aussi des primes de match là, pour les victoires. Et comment es-tu perçu là-bas en tant que joueur de soccer québécois qui joue en France?
Bien, c'est sûr que pour eux, premièrement, tu es un étranger. Faut que tu te refasses une réputation là-bas. Puis ça, ça peut être bénéfique parce que justement, il fallait que je me défonce à chaque fois. Puis il fallait que je prouve que j'ai ma place. Puis pour moi, ça prend quand même beaucoup de détermination et de caractère, mais c'est quelque chose qui peut être très, très bénéfique. Comment peux-tu comparer le niveau de jeu de là-bas à ici? Premièrement, c'est vraiment un bon niveau là-bas. J'ai été extrêmement surpris, je ne m'attendais pas à ça. Pour 4e division, ça joue vraiment au ballon. Puis ici, je pense qu'on pourrait comparer ça à de la USL, mais peut-être avec un peu plus de beau jeu, je te dirais. Les joueurs comme Dominique qui veulent s'expatrier à l'étranger pour réussir dans le soccer ont généralement un désir très fort qui les habite depuis qu'ils sont tout jeunes. Ils ne vivent que pour le soccer. C'est ce que nous explique Sandra, la mère de Dominique. Sandra, comment on se sent comme parent quand son fils décide de devenir joueur de soccer professionnel et part à l'étranger en Europe? Bien, pour nous, c'était parfait qu'il parte, dans un sens on est très fiers de lui, très fiers qu'il relève ce défi-là puis qu'il pousse ses limites. On a toujours pensé que c'était ça qui allait arriver. Depuis qu'il est tout petit, il fait des essais en Europe, puis il veut aller voir qu'est-ce que les autres joueurs ont par rapport à lui là-bas. Puis on en parle depuis qu'il a à peu près 14 ans. Comment vous avez vécu cette séparation-là? Là, au départ, ça a dû être difficile? Bien, c'est sûr que c'est difficile. Au début, bien, on doit s'habituer à l'absence. Nous, on écrivait beaucoup. Dominique nous écrivait peu. Je pense qu'il y avait tout ce qu'il voulait là-bas. Il y avait tout ce qu'il attendait depuis longtemps. Mais tranquillement, on a pris une habitude de s'écrire puis de se parler régulièrement. Donc, ça va bien comme ça. On va pas se le cacher, ça coûte cher, l'Europe. Dominique nous a même dit qu'elle allait se trouver un petit boulot pour vous aider. Comment vous faites pour vous organiser de ce côté-là? On a fait beaucoup de campagnes de financement. On a fait un souper spaghetti. On a organisé une activité de yoga. On vend des bonbons à le temps des fêtes. On vend des sacs de bonbons. C'est très populaire. Tout le monde attend nos bonbons. Mais c'est sûr qu'on fait des sacrifices aussi personnels. On fait des sacrifices familiales pour permettre à Dominique de vivre ce rêve-là, en fait. Donc, ça nous demande des sacrifices tout de même. Je pourrais pas être plus reconnaissant envers eux que je suis déjà là. Je suis vraiment content. Je sais que s'il n'y avait pas ces parents-là, probablement que j'aurais pas pu faire ce rêve-là pour moi. Là. On ne va pas se le cacher. En tant que Québécois, les embûches sont plus nombreuses si on veut réussir en Europe. C'est la raison pour laquelle on doit travailler encore plus fort afin de s'imposer. Une autre difficulté qu'on a, c'est justement parce qu'on est Québécois de pure laine. Des contacts dans le soccer, on n'en a pas. Puis une autre difficulté comme parent, c'est de l'accompagner là-dedans. Il est loin, en plus. Puis là, d'essayer de voir quelle opportunité on pourrait trouver pour lui, avec qui on pourrait communiquer pour essayer de trouver des essais dans d'autres clubs, dans le fond, de promouvoir sa carrière. C'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas de contact. Bien, le papa de Dominique, là, mon conjoint, a mis beaucoup d'énergie à envoyer plein de courriels à plein de clubs l'an dernier pour parler de Dominique et leur demander s'ils souhaitaient l'accueillir pour faire des essais. Donc, ça nous demande du temps, de l'énergie, mais ça nous fait plaisir. Le principal intéressé nous dit ce qui lui importe le plus avant son prochain départ. Tu t'en vas bientôt prendre ton avion pour retourner en France. Ouais. Qu'est-ce qu'il te faut absolument dans tes bagages? Mes souliers, du popcorn puis de la sauce à poutine. On s'attendait à ce que Dominique ait davantage développé son expertise gastronomique chez nos cousins. Mais heureusement, ses priorités sont restées avec le soccer. Voici ce qu'il tient vraiment à apporter avec lui. T'as des tatous. Ça veut dire quoi pour toi, ces tatous-là? C'est des tatous, c'est des symboles amérindiens. Ça me rappelle quand même mes sources parce que j'ai du sang amérindien. Puis ça, c'est la détermination, la liberté, l'amitié. C'est des valeurs pour moi, puis ça m'accompagne partout où je vais. Merci beaucoup. De rien. Dominique, on te souhaite la meilleure des chances dans ton aventure footballistique. On espère que ton attitude ultra positive et ta détermination te permettront de réaliser ton rêve de jouer chez les pros. Après la pause, notre débat de la semaine avec Patrick Leduc. Peu importe ses qualités, un joueur ou une joueuse qui s'enfle la tête ne sert ni son équipe, ni son propre développement. Comment faire pour recadrer ce genre d'athlète? C'est le sujet du prochain débat. Pour notre débat de la semaine, nous accueillons les deux spécialistes Valmy Ouellette, directrice technique au club de soccer Pierrefonds, et Patrick Viola, entraîneur-cadre à l'ARS Lac-Saint-Louis. Notre débat cette semaine, comment doit-on recadrer un joueur qui s'enfle la tête un peu trop vite? Des joueurs qui ont la tête enflée. Est-ce que ça vous arrive d'en rencontrer, Patrick?
Je donnerai un exemple. Un joueur qui performe bien dans notre Ligue élite aujourd'hui, qui marque beaucoup de buts, puis qui finit meilleur buteur de la Ligue, on va lui dire c'est bien, t'es bon, t'es le meilleur, mais on se rend compte qu'il a marqué beaucoup de buts contre des équipes faibles, mais contre les meilleures équipes, il n'en a pas marqué. Alors, t'es bon contre les équipes moins fortes. Est-ce qu'on lui dit ça, par exemple? Quand un joueur veut faire de l'élite, faire son métier, ou une joueuse atteindre le meilleur niveau, je pense qu'il faut être honnête avec les joueurs. C'est qu'on a beaucoup tendance à survaloriser notre enfant dans l'environnement sportif. Puis quand il ne performe pas bien ou s'il ne joue pas bien, c'est pas parce que t'es pas bon, t'as pas bien fait, c'est parce que le coach t'a pas assez fait jouer ou les autres n'ont pas fait une bonne passe. Donc, il faut faire attention à cette espèce de cercle vicieux dans lequel on peut facilement entrer, puis qui, justement, amène ces problèmes de joueurs qui, peut-être, se voient à un niveau supérieur que celui où ils sont rendus, vraiment. Imagine une situation où un joueur n'est pas nécessairement titulaire dans son club, mais il est pris à l'équipe du Québec. Peut-être une situation où on a un rôle de 16e ou 17e. Il est valorisé, donc, à l'équipe du Québec. Se fait dire en équipe du Québec, assure-toi d'être bien respecté par ton club. Et après une défaite de son club, le joueur se permet un commentaire à l'intention de l'entraîneur en disant « Ce ne sont pas les bons joueurs qui jouent. Si les bons joueurs avaient joué, on aurait gagné le match. » Comment vous auriez géré un tel joueur avec un comportement aussi arrogant, si vous voulez? Mais je pense que tout d'abord, dans un cas particulier, je ne reconnais pas le cas, je pense pas le connaître, mais ce joueur-là, ce qu'il faut lui dire, c'est que ça reste un sport d'équipe. Moi, c'est comme ça que je gérais. Puis si jamais il y avait un problème à l'interne, il y aurait d'abord une rencontre entraîneur-joueur, puis après ça, une rencontre aussi avec les parents. Parce que, je le dis toujours, le meilleur joueur pour moi, c'est celui qui reconnaît ses talents puis qui sait les mettre au service de l'équipe. Un joueur qui a des frustrations, dans un sens, c'est positif. Parce que c'est un joueur qui a envie d'être sur le terrain, qui a envie de performer. C'est les mettre face à leur réalité, être le plus honnête avec eux, puis faire en sorte qu'ils comprennent. Bon, je vous explique ce cas vécu. C'est mon histoire quand j'étais en équipe du Québec, des moins de 17 ans, alors que je jouais 45 minutes par match avec mon club. Mais 90 minutes par match avec l'équipe du Québec. Mon entraîneur en équipe du Québec, Pat Raimondo, m'avait dit de m'assurer d'être bien respecté en club. Et après une défaite, je m'étais permis de dire à l'entraîneur du club qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Alors, j'avais eu, disons, une mauvaise méthode pour exprimer mon désaccord, pour vivre ma frustration. Puis ça m'a valu plus de temps sur le banc, finalement, pour que ma tête, justement, se désenfle un peu. Alors, comme vous pouvez le constater, souvent, un joueur qui a la tête enflée manque de respect non seulement pour ses coéquipiers, pour son équipe, mais aussi pour son entraîneur. Comment on gère comment on peut apprendre à un joueur qui a un comportement arrogant, qui a quand même quelque chose à apprendre de son entraîneur? Il ne faut certainement pas qu'il y ait une confrontation joueur-entraîneur sur le terrain. Il faut essayer d'ignorer cette réponse. On ignore les comportements qu'on veut voir disparaître. Il faut revenir vers ce joueur-là et avoir une conversation, encore une fois, je vais reprendre le mot de Patrick, honnête. Une joueuse qui performait très, très bien en Ligue élite, meilleure buteuse depuis qu'elle avait 8 ans, qui allait très vite, puis qui était à droite devant le but. Alors, dans son équipe de club, le message était clair. Envoyer le ballon devant, de toute manière, elle va courir, elle va marquer. Donc, elle finissait avec plein de buts. Et puis, tout le monde lui disait qu'elle était super bonne. Puis, au sport-études, je travaillais avec elle. Et puis, je lui disais, tu sais, à un moment, tu vas te faire rattraper par les autres. Il y a des filles, tu vas jouer contre des défenseurs qui vont courir aussi vite que toi. Alors, si tu n'as que ça, pour toi, ce ne sera pas suffisant. C'est pour ça que je suis derrière ton dos, pour que tu fasses autre chose que juste courir et puis frapper de loin. Les joueurs, des fois, ils ne comprennent pas quand tu leur dis ça. Ils disent « Mais je suis en réussite. J'arrête pas de marquer des buts, c'est ça que tu veux, non ?» Un jeune joueur, disons, au début de l'adolescence, dont le père aussi était très présent, aimait coacher son garçon, aimait faire... Et puis, c'était justement ça. Certaines directives venaient du banc. Sur comment je voulais que ça soit géré, le père qui criait d'autres choses. Et un jour, le jeune m'a répondu « Non, c'est pas ça. » Puis là, j'ai fait « Pas de problème. Prochain arrêt de jeu, plus de changement. » J'ai fait sortir le joueur, j'en ai fait rentrer un autre. Et j'ai dit, là, il arrive vers moi, puis j'ai dit « Tu vas rester debout. Moi, je vais aller m'asseoir, je vais te laisser gérer l'équipe, je vais te laisser entraîner. » Et puis, je ne l'ai pas laissé dans cette situation-là longtemps, mais il est vraiment resté comme « Ben là, non, j'aime pas ça. »
évidemment, il ne faut pas laisser les jeunes. Il faut toujours qu'un jeune ait la chance de savoir que la porte est ouverte, qu'il peut revenir à l'intérieur. Il ne faut jamais le laisser à l'extérieur. Donc après, j'ai dit, est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer mon travail? Tu vas t'asseoir avec moi, on peut discuter du match, si tu veux, mais c'est moi qui entraîne. Un joueur comme ça dérange. Ça dérange beaucoup plus qu'on le croit, mais au final, il faut vivre avec. Alors, si les valeurs d'un club ou d'une sélection, c'est de dire, non, on ne veut pas ce genre de personnage-là. Je pense à plein de joueurs en équipe de France, par exemple. Et puis, c'est ça, les valeurs. Et puis, tu dis, non, d'accord, maintenant, selon mes valeurs à moi, c'est comment on peut faire pour travailler ensemble avec les différentes personnalités du groupe. À la fin de la journée, c'est un sport collectif. On doit être capable de vivre ensemble et on n'est pas obligé d'être tous les meilleurs amis du monde. On doit être capable de travailler ensemble dans la même direction à un moment bien précis. Valmy, j'aimerais t'entendre sur le cas de notre ami Balou, Jean-Yves Tabla. D'abord, je veux dire, Balou a aussi prêché par manque d'expérience. Donc, on parlait beaucoup dans les médias de le titulariser, de le faire commencer des matchs. Il arrivait comme une force fraîche, il arrivait effectivement à éliminer 1 ou 2 joueurs sur ses actions, tirs au but, des bonnes passes. Sauf que ce qui arrive, c'est que dans cette ligue, les MLS, à un moment donné, attends, on va le marquer d'un peu plus près, on va y aller à 2 joueurs, puis là, attends, mon grand, ça passe plus autant. Donc, c'est l'encadrement qui est important pour ce jeune joueur-là. Est-ce qu'il a eu l'encadrement dont il avait besoin à ce moment-là, ou est-ce qu'il a commencé à dire, hey, je suis pas mal bon? Par contre, je pense qu'il a reconnu sa situation. Balou, et c'est tout à son honneur d'avoir été capable de dire, excusez-moi, j'ai mal agi. Oui, il est au rang professionnel, mais au niveau de son expérience d'adulte, il était encore jeune. Patrick, tu l'as dirigé, Balou, tu le connais? Sur le terrain et en dehors du terrain, c'est un rassembleur, c'est un joueur qui, s'il a une personnalité où ça va rigoler autour de lui, va faire rigoler les autres, comme on dit ici, c'est un gars d'équipe. On va donner ton numéro de téléphone à Mauro Biello pour gérer la fin de la saison. Patrick, Valmy, merci d'avoir participé au débat de la semaine. Merci à vous. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Génération Soccer vous était présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. L'équipe de Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio de marque AKG.